et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces esprits guides qu'il nous envoie en permanence pour nous assister et qui sont toujours là à partir du moment où de notre côté, nous faisons cet effort de bonne volonté, de travail, d'élévation de pensée, d'études, ce qui leur permet de nous inspirer par l'intuition, par la médiumnité et nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie et à réaliser ce travail d'apporter une petite pierre à l'édifice de cette belle philosophie spiritualiste dont notre monde a tant besoin afin que l'évolution morale vienne rattraper un peu l'évolution intellectuelle et l'évolution technologique. Nous les remercions donc pour cette occasion d'être réunis ce matin grâce à la technologie, justement, utilisée à bon escient. Que ces leçons puissent nous être utiles, que nous puissions les comprendre, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et qu'elles puissent également être utiles pour tous les esprits qui sont avec nous ce matin et qui nous accompagnent et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Loi du travail, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hein. On est toujours encore dans ces lois morales. Hein. On a vu la loi du progrès, la loi de société les 2 dernières semaines. Et là, on va voir aussi la loi du travail. Hein. Je vous avais montré la dernière fois qu'en fait, toutes ces lois, elles étaient un peu reliées entre elles, hein, que le progrès n'arrive qu'avec le travail amène le progrès, la loi de société permet aussi le travail, etc., hein, et le progrès. Donc aujourd'hui, on va voir plus particulièrement cette loi du travail. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Voilà. Et donc, le travail est nécessaire pour l'être humain. Hein, et pourquoi? Parce qu'il nous fait progresser. Le progrès, il est inéluctable. Donc, l'état d'incarnation avec un corps matériel, avec des besoins matériels d'alimentation et autres, de chauffage et j'en passe, nous demande du travail. Hein, et donc, c'est un des buts de l'incarnation. Le but principal de l'incarnation, c'est notre évolution. Et donc, entre autres, parce que ça nous oblige, entre guillemets, à travailler. Ensuite, il y a des difficultés avec le travail, puisque des fois, il y a des crises. Hein. Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux, puisqu'il y a, comment dire, des assurances chômage, le RSA, ce genre de choses pour les gens qui ne peuvent pas ou les cas sociaux qui ne veulent pas travailler, qui ne restent pas dans la misère. Mais bon, il n'y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui, dans certains pays, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Il y a des moments où il y a par exemple, pendant la pandémie, il y a plein de gens, toute l'économie informelle dans plein de pays qui ont perdu leurs sources de revenus et qui sont vraiment passés par des difficultés. Et on va voir aussi, pour terminer, donc, la limite du travail et la nécessité aussi du repos. Hein, c'est le sabbat dont parlait déjà Jésus, au moins un jour par semaine. Voilà. Donc, le travail, c'est bien, mais il faut aussi du temps pour apprendre, pour méditer, pour prier, pour se distraire, pour se reposer, puisque c'est tout aussi nécessaire donc pour notre esprit. Voilà, donc sur les notions de base, la loi du travail, c'est dans le livre 3e du livre des esprits que Kardec développe cette question, notamment 674, où il demande est-ce que la nécessité du travail était une loi de nature, une loi naturelle, quoi. Réponse des esprits, le travail est une loi de nature, par cela même qu'il est une nécessité, et la civilisation oblige l'homme à plus de travail parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Donc, les esprits viennent confirmer que voilà, la loi du travail est nécessaire. Alors après, bon, il y a des gens qui sont ici sur Terre et qui ne font pas grand-chose, hein,
Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des cas sociaux, hein, des gens qui, pour différentes raisons, hein, soit incapacité, soit un manque de confiance en soi ou d'autres raisons, ne peuvent pas ou ne veulent pas travailler. Hein. Bon, alors pour eux, évidemment, ils perdent une occasion d'évoluer, hein, d'apprendre par le travail. Hein. Mais bon, voilà, c'est que partie remise. Hein. Quand on parle de réincarnation dans leur prochaine vie, je pense qu'ils comprendront voilà, que l'inaction ne leur a pas été très bénéfique dans cette vie. Et ils se mettront à travailler eux aussi, suivant la loi de la nature. Hein. Ensuite, à la question 676, donc les esprits nous disent le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité car c'est un moyen de perfectionner son intelligence. Voilà, donc le travail, c'est un vecteur de l'évolution intellectuelle, mais pas que. Hein, on peut travailler aussi des œuvres caritatives. Donc là, c'est aussi donc, de perfectionner notre moralité, hein, notre bonté. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. C'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être hein, qu'à son travail et à son activité. Donc, vous voyez, le but du travail, ben, c'est pour la nourriture, les besoins d'ordre matériel. Hein. Sa sécurité, donc c'est une maison pour être à l'abri des intempéries, du froid, des agressions extérieures, quelles qu'elles soient. Et son bien-être, voilà. Alors, le luxe, alors, attendez, à Jackie, non. Voilà. Le luxe, c'est déjà le superflu, hein, alors que un peu de confort, c'est pas, voilà, c'est tout à fait légitime. Hein. Et donc, le bien-être qui va avec. À celui qui est trop faible de corps, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer, mais c'est toujours un travail. Donc, il y a le travail manuel, le travail physique, mais il y a aussi le travail de l'intelligence. Hein. Écrire un livre, élaborer une théorie, c'est une forme de travail. Hein. Donner une conférence, ben, c'est une forme de travail. Voilà. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de moins en moins de travail manuel et de plus en plus de travail intellectuel. Hein. Je me souviens avoir commencé dans les années 90. Bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup de papiers, etc. Et dans les années 2000, il y a les ordinateurs qui sont venus. Donc, on voyait de temps en temps, on trouvait un peu bizarre de voir des gens qui avaient le nez devant leur ordinateur à longueur de journée. Et puis, encore 5 ou 10 ans après, ben, on voyait qu'en fait, tout le monde avait le nez devant l'ordinateur. Il n'y a plus personne qui était sur une table à dessin ou ailleurs pour travailler. Hein. Donc, c'est intéressant de voir comment les choses ont évolué. Et puis, par rapport au travail manuel, ben, si vous cherchez un artisan pour faire quelque chose, vous verrez que c'est pas si simple. Hein. Ils sont très occupés parce que, ben, en fait, il y en a de moins en moins. Hein. Et quand vous voyez les jeunes, ben, il y en a de moins en moins qui se lancent dans des métiers manuels, hein, notamment l'agriculture. Hein. Je crois que c'est dans les 3 ans qui viennent, il y a la moitié des agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Et donc, s'il n'y a pas de remplacement, ben, on va avoir des problèmes sérieux. Et puis, l'agriculture, bon, ben là, par contre, c'est manuel le matin, il faut aller traire les vaches. Voilà, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ou presque. Hein. Donc, c'est un travail, il va falloir s'organiser en fait pour prendre la relève, hein, même si c'est peut-être dans des conditions un peu mieux, avec comment dire, plusieurs personnes au lieu d'une seule qui fait tout. Voilà, mais il faudra bien passer par là parce que ben, c'est nécessaire pour notre nourriture, pour notre alimentation. Hein. Voilà, donc il y a ces deux formes de travail, le travail manuel et le travail intellectuel. D'accord. Et dans la question suivante, Kardec nous dit le travail a un double but, la conservation du corps et le développement de la pensée, qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même. Donc, la conservation du corps, ben, c'est les soins, l'hygiène, l'alimentation, comme on a vu. Et le développement de la pensée, ben, c'est l'évolution intellectuelle et morale, comme on l'a vu, qui l'élève au-dessus de nous-mêmes, qui nous élève au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire qui nous permet de progresser.
d'évoluer. N'oublions pas que c'est le but premier de la vie, c'est le but premier de notre incarnation, c'est l'évolution de notre esprit. Après, on passe dans les cas que Kardec, il y avait plusieurs crises comme ça, on le trouve maintenant dans les documents à l'époque de Rivail, où il y a eu plusieurs périodes de crise où beaucoup de personnes ont perdu leur travail et donc leur source de revenus. Et donc, c'était des situations assez graves qui se produisaient donc au milieu du 19e siècle. Et donc, dans ce souci-là, Kardec nous dit dans la question 685, donc en commentaire, ce n'est pas tout de dire à l'homme qu'il doit travailler, il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper. Et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Et quand la suspension de travail se généralise dans les crises, elle prend des proportions d'un fléau comme la disette. Et la disette, donc c'est l'expression qu'ils utilisaient. Il y avait la famine et les gens ils étaient obligés de mendier pour survivre. Voilà. Et donc ça s'est passé. Rivail, le 19e siècle, il est né une quinzaine d'années après la Révolution française. Et donc, il y a plusieurs régimes qui se sont succédés. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 régimes différents en un siècle. Il y a eu la Première République, ensuite il y a eu Napoléon Ier qui s'est fait sacrer empereur, ensuite il est parti, il y a eu la Restauration, donc la monarchie constitutionnelle qui est revenue, ensuite il y a encore une révolution, de passer à la Deuxième République, ensuite il y a eu Napoléon III qui lui-même aussi a fait un coup d'État et s'est autoproclamé empereur, ensuite il est tombé en 1870, enfin bref. Et donc, dans toutes ces oscillations, évidemment, il y a forcément eu des périodes comme il dit là, où il y a eu des crises, où il n'y a pas eu de travail. Et je me souviens Kardec qui disait, alors c'était en 1848, quand il y a eu une révolution, justement. Et à l'époque, donc, avec Amélie, il dirigeait un pensionnat de jeunes filles, une école de commerce. Et ils distribuaient des prix aux élèves. Et puis, ils avaient beaucoup été critiqués en disant, ouais, mais vous distribuez des prix, ça coûte de l'argent et on est en pleine crise. Et Kardec qui répondait, ben non, il y a de l'argent, mais l'argent ne circule pas. Donc, vous voyez, le fait de donner des prix avec des livres, ça fait travailler 4, 5, 6, 7 personnes. Et donc, il avait déjà cette vision-là à l'époque de Rivail, 1848. C'était d'ailleurs quand il y a eu le phénomène de Hightsville aux États-Unis. Voilà. Alors aujourd'hui, on a des lois sociales qui ne sont pas parfaites, mais qui au moins donnent un minima à chacun, devraient donner un minima à chacun, même si on a encore des SDF, des gens qui sont dans la rue, dans des conditions déplorables. Donc, il y a encore du travail à faire pour que chacun ait au moins un minimum, le toit et tout. Et ça, évidemment, dans des grandes villes comme Paris, on parlait tout à l'heure de Bruxelles, où les loyers sont très, très élevés, il y a des gens, même avec les minima sociaux, ils n'arrivent pas à se loger. C'est loin d'être suffisant pour qu'ils puissent se loger. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Après, le travail a des limites. Question 683. Quelle est la limite du travail? C'est la limite des forces. Et du reste, Dieu laisse l'homme libre. Donc, c'est vrai que pour le travail manuel, à un moment donné, on se fatigue, il faut se reposer, il faut se régénérer, il faut s'alimenter, réalimenter le corps, etc. Dieu laisse l'homme libre, oui, c'est la loi de liberté, le libre arbitre qu'on a vu, me semble-t-il, juste avant les vacances. Et puis même au niveau intellectuel, il y a des limites aussi, comme on le voit. Il n'en parle pas spécifiquement ici, mais j'ai des collègues qui ont fait des burn-out. Et donc là aussi, le travail intellectuel démesuré fait qu'à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui se détraque et
On voit très bien que même du côté du travail intellectuel, il y a aussi des limites. Et la dernière question, 684, c'est, Kardec demande, que penser de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leurs inférieurs un excès de travail? Réponse des esprits, c'est une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs, car il transgresse la loi de Dieu. Donc, alors aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, l'esclavage est aboli. Pas tant que ça. Hein. Enfin, en France, même en France, des fois, moi, je peux vous dire qu'il y a des patrons, des chefs de service qui mettent énormément la pression sur leurs employés pour faire du chiffre, du résultat, etc. D'ailleurs, ça peut être source effectivement de stress, de maladie, de dépression. Hein. Tout le monde ne supporte pas. Et donc, ce sont ces managers qui mettent trop de pression sur leurs subordonnés. Là, ils disent clairement, ils ont une responsabilité dans cet excès de travail qu'ils imposent aux autres. Après, vous avez des pays où il y a des enfants qui travaillent. Donc, il y a de plus en plus de prise de conscience de ce genre de choses aujourd'hui, heureusement, avec des boycotts, par exemple, pour acheter des produits dans la confection desquels des enfants ont travaillé. On le voit de plus en plus, ce que je pense est une bonne chose, parce que surtout si, voilà, c'est toujours ce superflu qui est encouragé et que quand on y réfléchit, on arrive très bien à s'en passer. Et donc, ce travail qui est fait par des enfants dans certains pays, c'est un exemple typique de cet abus. Voilà, l'enfant, il doit aller à l'école pour apprendre et pas être forcé à travailler. Il peut travailler s'il veut. Moi, quand j'étais petit, j'allais aussi aider mon père dans sa brosserie à fabriquer des brosses, mais c'était pendant les vacances, c'était quand je voulais, le samedi, etc. Mais sinon, quand il y avait école, il y avait école. Et voilà, mon père m'obligeait absolument pas à lui donner un coup de main. C'était l'école était prioritaire. Donc voilà, c'est le juste équilibre, le libre arbitre, comme on l'a vu à la question précédente, qui s'impose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions? Ben, écoutez, on va rentrer dans le support, le détail. Voilà. Alors, le travail, ben, c'est une loi de la nature par laquelle l'homme forge son propre progrès, son évolution, en développant les possibilités du milieu où il se situe. Donc, on crée des ponts, on crée des routes, des voies ferrées. Voilà. Dans la maison aussi, on s'installe, on met un ordinateur. On a un jardin, on cultive des petites choses, on met des fleurs aussi pour le bien-être. Donc, voilà, donc on développe les possibilités du milieu où on se situe. On élargit les ressources de la préservation de la vie, donc toutes les questions de santé, d'alimentation, et au moyen des besoins immédiats dans la communauté sociale où nous vivons. Depuis les nécessités vitales de manger, de boire, de se protéger des excès climatiques, jusqu'à la garantie et la préservation de l'espèce par la reproduction, il y a aussi ça, faut s'occuper et élever des enfants, ça coûte quand même un peu. L'homme se voit soumis à la loi du travail. Voilà, donc, bon, ça paraît assez simple et assez évident. C'est vrai que le travail, c'est un vecteur, il est nécessaire, c'est un vecteur d'évolution. C'est un moyen de perfectionner notre intelligence. Sans le travail, on resterait dans l'enfance de l'intelligence. On ne réfléchirait pas, on n'aurait pas besoin de réfléchir. Donc, forcément, moins on réfléchit, moins on évolue. C'est pourquoi on ne doit notre nourriture, sécurité, bien-être qu'au travail et à notre activité. Voilà.
D'accord? Le travail a un double but, la conservation du corps, le développement de la pensée. Hein. Le travail, en théorie, c'est un processus d'évolution. Il y a trois aspects. Alors, vous voyez, moi, j'avais dit deux. En fait, là, ils disent qu'il y en a trois. Matériel, spirituel et moral. Hein. Par le travail matériel proprement dit, l'homme s'élève dans l'accomplissement des devoirs envers lui-même, la famille, la société. Hein. Spirituel, ben, c'est la fraternité envers le prochain, le perfectionnement dans la connaissance transcendantale de l'âme immortelle. Hein. Donc, c'est par exemple ce qu'on fait dans le spiritisme, ben, c'est ça, hein, l'aspect spirituel. Oui, Fabrice? Oui, il est dit ici que le travail permet à l'homme de s'élever, aussi bien spirituellement que dans le cadre physique. Mais alors, que penser, par exemple, d'une personne qui va passer toute sa vie à travailler dans une usine à la chaîne? Je parle de ça parce que étant étudiant pour financer mes études, ben, pendant l'été, j'ai eu l'occasion de travailler dans une usine comment dirais-je, d'abattage de volailles. Bon, ben, je veux dire, accrocher des volailles de 5 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, moi, je l'ai fait pendant 2 mois, c'est assez physique. Je me mets à la place de la personne qui va faire ça pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle peut, enfin, je vois pas trop où peut être le but, enfin, l'amélioration spirituelle dans un cas comme ça. Qu'est-ce qu'il en ressort au bout de 35 ans ou 40 ans de vie dans de telles conditions, quoi? Ben, c'est là où, en fait, quand tu accompagnes ces personnes, quand tu discutes avec elles, quand tu leur poses des questions, ben, tu te rends compte que déjà, ben, ils travaillent 8 heures par jour, voire même aujourd'hui 35 heures par semaine. Et le reste du temps, ben, tu t'apercevras qu'ils ont d'autres activités. Hein, des activités. Alors, le travail, c'est pour avoir un salaire qui, justement, leur permet aussi d'avoir ces autres activités. Et chacun a quelque part un hobby. Il y en a un qui va collectionner des choses, l'autre, il va s'occuper du jardin, le troisième, il va travailler dans une association, le quatrième, il va faire autre chose. Hein. Donc, quand on Un moyen travaille à de la chaîne, c'est subsistance, vrai quoi. que C'est plus un moyen de subsistance pour éventuellement faire autre chose qui leur permet justement c'est ça, c'est ça, de progresser ou de s'ouvrir à d'autres. c'est Parce ça. que je veux dire, entre celui qui travaille à la chaîne et puis quelqu'un qui, ben, je sais pas, je veux pas stigmatiser, mais quelqu'un qui va travailler dans un bureau, bon, ben, la fatigue physique n'est pas du tout la même. Même, je veux dire, c'est un travail assez abrutissant quand même pour l'avoir fait pendant 2 mois. Et Ouais. encore, j'étais jeune. Alors j'imagine qu'arriver à 50 ans ou 55 ans, quand tu fais encore des métiers comme ça, waouh, on n'est pas dans l'esclavage, mais on s'y rapproche quand même, hein, je veux dire, ce Ouais, sont des ouais. métiers vraiment très pénibles, quoi. Donc, Mhm. Mais je sais pas. bon, je suis passé par là aussi. Hein. J'ai aussi fait des stages ouvriers quand j'étais jeune. Ouais, Mais donc, c'est vrai que souvent, ça occasionne une fatigue physique, hein, c'est clair. Mais encore une fois, ben, à l'époque, ben, les collègues de travail hein, qui travaillaient comme ça, eh ben, quand on sortait du boulot, il y en a un qui m'avait invité chez lui pour me montrer son hobby, sa voiture ou son jardin. Tu vois, le travail, bon, il y en a qui choisissent un travail comme ça où tu n'as pas trop besoin de réfléchir pour plusieurs raisons. Hein. D'abord, bon, premièrement, parce que c'est leur choix. Deuxièmement, parce que c'est parfois des personnes qui, voilà, ils n'ont pas de formation particulière, pas de oui, diplôme, ils n'ont pas trop oui. peut-être la capacité de faire des choses un peu plus Il y a ça aussi. élaborées. Oui, tout Et à fait. donc, ils font ça. Hein. Et, mais le travail, c'est, comme dit, 7 heures par jour. Hein. C'est pas, et après, ben, le jour, des 7 heures, des 24 heures, il en reste quand même pas mal Mm, en plus du sommeil, pour faire plein d'autres choses. mm, Hein. ouais. Donc, voilà. Après, je te dis, la fatigue physique, moi, je la ressens comme étant quelque chose de moins éprouvant que la fatigue intellectuelle. Hein. Hein, quand vraiment tu passes une journée à résoudre des problèmes, à travailler sur un projet aigu et intense et tout, la fatigue intellectuelle, elle est beaucoup plus éprouvante que la fatigue physique. Hein. Ouais. Hein, donc, il n'y a pas que cet aspect physique. Moi, après, ben, on regarde autour de toi. Quand je vois le camion poubelle passer, ben, c'est pareil, les mecs, ils passent, tu vois, ils prennent les poubelles, ils les mettent, ils les vident, ils les reposent.
c'est aussi un travail du genre de celui à la chaîne. Il y en a beaucoup, hein, des travaux comme ça. Et après, bon, il y en a qui réfléchissent quand même à leur travail, qui proposent des solutions d'amélioration. Tiens, là, on pourrait peut-être faciliter en mettant les crochets moins hauts ou faciliter l'accès. Hein, il y en a qui arrivent à contribuer quand même positivement, à réfléchir pour rendre, voire même l'automatisation. Hein. Alors, ça, c'est aussi un sujet un peu délicat puisque l'automatisation, les robots, réduisent justement ces possibilités de travaux comme ça simples Répétitif. Voilà. Mais d'un autre côté, ça rend quand même aussi le travail moins pénible et plus intéressant. Hein. Le gars, au lieu de faire le boulot lui-même à la main, eh ben, il va peut-être programmer le robot, hein, ou faire d'autres tâches qui sont moins répétitives, moins fatigantes. Et donc ça fait partie justement de cette évolution, de cette réflexion. Oui, qui est moins l'accent de travail, quoi. Pour améliorer les conditions de travail. C'est ça. Et aujourd'hui, ben, il y a dans toutes ces entreprises-là, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans comment on appelle ça, l'environnement, la santé et la sécurité au travail. Hein. Oui. Et donc, il y a comment on dit, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, ces maladies qu'on a quand on fait toujours les Les mêmes gestes. troubles neuromusculaires. TMS ou quelque chose TMS, comme oui. ça. Hein. Musculo-squelettique, je crois, ou quelque Voilà, chose. c'est ça. Et donc, parce que forcément, au bout d'un certain temps, ben, comment dire, le corps se fatigue. Bien Hein, sûr, et bien sûr. c'est pour prévenir ce genre de choses où ben, il y a des positions qui s'améliorent, il y a, comment dire, des ceintures ou des équipements qui permettent de protéger le corps ou les positions, certaines parties du corps, etc. Hein. Ben, de toute façon, les TMS, on les a aussi en tapant au clavier. Hein. Tout à fait. Hein, c'est quelque chose de général. Mm. Et donc, Mm. là aussi, tu vois, tout ce qui est environnement, santé et sécurité, c'est un domaine de réflexion qui va aussi dans ce sens de l'évolution. Ok, d'accord. Il faut se dire aussi qu'avant de s'incarner, on a quand même demandé à faire ce métier-là. Oui, aussi, ça peut être un choix, effectivement. Donc, ça peut être aussi une épreuve pour nous aussi. Ça peut être un choix, voilà, Voilà. la patience, la résignation, etc. Moi, je suis content de l'avoir fait quand j'étais jeune, quoi. Hein. C'est d'aider mon père et puis comment dire, d'aller travailler aussi un mois d'été Déjà parce que ça, à chaque fois, ça te rapporte un trimestre, donc ça aide pour la retraite à la fin. Hein, c'est peut-être accessoire. Mais ensuite, parce que c'est là où tu vois, tu connais les gens. Je suis un peu né, moi, dans un milieu socioculturel comme ça. Puis c'est quelque chose que j'ai probablement demandé et qui m'a fait énormément de bien, quoi. Et puis, ça te permet aussi de te dire que tu n'as peut-être pas envie de faire ça toute ta vie et que ce serait bien que tu te bouges un petit peu pour essayer de se dire, bon, je vais essayer quand même de travailler pour avoir quelque chose d'un C'est un peu vrai. meilleur, quoi. Je veux dire, de pas aussi répétitif, de pas aussi rébarbatif. Et C'est ça. voilà, je vais me dire, bon, je vais travailler pour avoir mieux, quoi. C'est aussi une façon d'ouvrir un peu les yeux sur la réalité des choses. Et puis, parce que bon, ça fait réfléchir quand même, hein. Ouais, Quand tu le fais pendant 2 mois, tu te dis, est-ce que je suis prêt à le faire jusqu'à ma retraite? Bon, bah, la réponse, tu la trouves vite, hein. ouais. Mais comme tu dis, certains n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas forcément les capacités d'avoir des diplômes, de faire des études, et puis voilà quoi. Ouais, exactement. Et aussi, ben, moi, après, je suis allé faire l'école d'ingé à Paris. Hein, et donc, il y avait un stage aussi ingénieur à Paris, où on allait ben, tous les jours prendre le métro, le train pour aller à Vitry, à la SNCF ou je ne sais où. Et donc là j'ai vu aussi ce que c'était que de tous les jours prendre le métro dans la cohue, etc. Et pareil, hein, ça m'a. Paris, c'est bien, hein, quand on étudie, c'est bien, mais quand on travaille comme ça, j'ai préféré rester en province toute ma vie parce que, voilà, là, les dernières années, j'étais vraiment privilégié parce que c'était 4 minutes à pied pour aller au bureau. Hein, donc, Ouais. c'est pas comme enfin, voilà.
Et donc, Ouais. c'est vrai que, comme on dit, le bien-être, on y réfléchit et puis on essaye de faire des choses voilà, qui nous permettent comment dire, de concilier le travail avec laisser le temps libre, hein, le temps 1 heure le matin, 1 heure le soir dans les transports. C'est vrai que dans le transport, on peut lire, on peut faire des choses, mais voilà, pour se consacrer à l'idéal, quoi, hein, entre autres. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver, hein. Et Léon Denis le dit beaucoup dans Socialisme et spiritisme, hein. Lui aussi, il a connu des ouvriers quand il était jeune. Il a travaillé dans une faïencerie. Il a travaillé, il manipulait, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me souviens plus du nom, mais c'est un outil assez lourd à manipuler qui sert comment dire, à ramollir le cuir, hein. Et donc, après, ben, il est devenu représentant de commerce, mais il a longtemps travaillé, aidé, collaboré dans des coopératives d'ouvriers, des syndicats, des choses comme ça. Et donc, il a lui-même commencé et longtemps fréquenté aussi ces milieux simples. Puis dans le Voyage Spirit en 1861, Kardec fait beaucoup d'éloges aux Lyonnais, puisque la plupart des spirites, hein, qui allaient dans les groupes spirites, bah, c'était des ouvriers de la soie, hein, des gens qui avaient une vie difficile, un travail difficile. Et c'était ceux-là les premiers spirites dans la ville de Lyon. Tout comme dans le Nord, ben, et en Belgique, c'était les mineurs, hein. Et on voit d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, bon, à Lyon, ça s'est un peu perdu, hein, la ville s'est quand même pas mal développée, désindustrialisée, entre guillemets. Mais dans le Nord et en Belgique, c'est là où vous trouvez le plus de centres spirites encore aujourd'hui. Et ça vient de là. Ah, d'accord. Et donc, Ok. Léon Denis disait, l'ouvrier, bon, il a besoin de son travail, mais il a aussi besoin d'une nourriture intellectuelle idéale, hein. Et donc, on a l'exemple de tous ces ouvriers ben, qui étudiaient, qui allaient dans les groupes spirites, certains qui étaient médiums, qui travaillaient dans le groupe spirit, etc. Donc, pour justement apporter une activité complémentaire à l'activité routinière quotidienne de leur travail, Mhm. grâce à ben, ce qui à l'époque s'appelait la loi des 8 heures, hein, la loi qui limitait 8 heures par jour de travail. D'accord. Voilà. Voilà. Après, bon, la disette, il y a des crises, hein. C'est quand la dernière crise qu'on a eue? Il y a quand même une époque, il n'y a pas si longtemps, là, on avait 15% de chômage, peut-être même un peu plus, hein. Et là, ben, c'est sûr que j'ai des collègues qui sont passés par la case chômage, hein, qui ont perdu leur travail, l'entreprise a fermé, mais ils étaient quand même contents d'avoir cette sécurité malgré les carences, malgré, bon, c'est quand même des ressources limitées et tout, mais voilà, parce que l'ouvrier, ben, si son entreprise ferme, s'il est dans un village ou dans une région un peu reculée où il y a que cette entreprise-là, ben, il n'aura pas trop de choix. Et je pense que dans l'avenir, on verra comment. En ce moment, ça va, hein, ils embauchent de partout, donc ceux qui veulent vraiment trouver un travail, ils le trouvent assez facilement. Mais on va forcément vers une période un peu différente, hein, une période de limitation des ressources naturelles de la Terre, une période de décroissance qui va entraîner des crises financières, des choses comme ça. Donc, il y aura une période d'adaptation où il faudra bien qu'on ait des mécanismes, qu'on trouve aussi des moyens pour les financer, évidemment, pour pouvoir permettre aux personnes de traverser ce genre de difficultés, hein. Et alors, ben, voilà, il est bien reconnu que la plupart des misères de la vie ont leur source dans l'égoïsme des hommes. Toujours ce fameux égoïsme, cet orgueil, hein, ce sont ces monstres qu'il faut qu'on élimine de nous, hein. Dès lors que chacun pense à soi avant de penser aux autres et veut sa propre satisfaction avant tout, chacun recherche naturellement à se procurer cette satisfaction à tout prix et sacrifie sans scrupule les intérêts d'autrui, depuis les plus petites choses jusqu'aux plus grandes, dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel.
Et c'est de là que viennent tous ces antagonismes sociaux, toutes ces luttes, tous ces conflits, toutes les misères, parce que chacun veut évincer son voisin. Ça, c'est les conséquences de la loi de concurrence, les conséquences aussi du matérialisme. J'ai qu'une vie, donc il faut que j'en profite un maximum. Alors que le spiritualisme, on dit, ben, attention, ce qu'on sème aujourd'hui, on en profite, certes, mais demain, ça va nous retomber dessus, puisque la vie ne va pas que du berceau à la tombe. C'est dans les œuvres posthumes qui nous écrit ça. Et donc, c'est cet égoïsme qui est là, qu'on retrouve aussi donc, en interférence dans cette loi du travail, ben, ça fait partie des choses qu'il faut éradiquer le plus possible, surtout en nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas obliger quelqu'un à ne plus être égoïste. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons travailler sur notre égoïsme. Ce n'est pas quelque chose qui se délègue, qui se tertiarise. Ce n'est pas non plus quelque chose qui s'achète. C'est gratuit, mais ça demande un effort de chacun d'entre nous. C'est une prise de conscience. La conscience, oui, voilà. Le savoir que la conscience existe et qu'elle survit après la mort. Oui, mais je veux dire, c'est une prise de conscience de savoir se dire on est égoïste, je vais essayer de changer. Il faut en prendre conscience de ça. Ouais, il y a le déni. Tout à fait. C'est pas donné à tout L'orgueilleux le et monde. l'égoïste, souvent, ne se rendent pas compte, quoi. Non. Mais bon, la voix de la conscience est quand même là. Ils ont quand même mauvaise conscience. Est-ce que c'est vraiment bien ce que tu fais? Oh, ben non, j'en profite un max. Ils n'écoutent pas la conscience, en fait, c'est ça, quoi. Et puis, ben, un jour, il y a la loi de cause à effet, les conséquences qui commencent à arriver, et puis c'est là où ils tombent, entre guillemets, de leur nuage. Et donc, la prévention de ça, ben, c'est le paradigme spiritualiste, c'est de dire, attention, on est responsable, il y a la loi de cause à effet, l'esprit survit après la mort, il emmène sa conscience et pas ces choses matérielles. Et donc là, on a vraiment des bijoux, des ressources pour aider les gens à réfléchir et à se rendre compte par eux-mêmes que ce n'est pas la bonne route. Voilà. Alors, les conflits sociaux non résolus ou mal gérés, bon, on voit encore aujourd'hui, c'est toujours le cas aujourd'hui, des grèves. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu récemment, là, hier? Des contrôleurs comment ça s'appelle? Du trafic aérien, là. Contrôleur aérien, oui, c'est ça. Voilà, et hop, il y a eu quoi? Énormément de gens qui devaient voyager pour travailler, pour rentrer chez eux, etc., qui n'ont pas pu. Bon, les conséquences sont quand même encore relativement limitées, mais on voit très bien que, et tout ça pour des questions d'argent, c'est souvent légitime, quoi. Mais le droit de grève, on n'est pas contre, mais le fait, par exemple, de bloquer des rues, ça va un peu loin, parce que voilà, le gars qui est en train d'emmener quelqu'un à l'hôpital, il faut tout voir, quoi. C'est-à-dire, C'est une forme pas, d'égoïsme. C'est une voilà, forme d'égoïsme. quelque part, oui, c'est moi je veux plus d'argent, je m'en fous des autres et je bloque Mais tout. au détriment des autres, tout à Il fait. empiète sur la liberté des autres. Alors souvent ils Tout à disent fait. oui, mais autrement on ne nous écoute pas. On est obligé de faire Ouais. des choses. Ah, ben, tu es obligé de faire du mal pour qu'on t'écoute, certes, mais bon, c'est pas forcément non plus pour la conscience la meilleure solution. Voilà. C'est toujours une question d'équilibre. Voilà. Alors, il y a la pauvreté et la richesse. La pauvreté est pour les uns l'épreuve de la patience et de la résignation. La richesse est pour les autres l'épreuve de la charité et de l'abnégation. Alors, je pense qu'on l'a vu, ça, quelque part. À votre avis, quelle est la plus facile des épreuves, la pauvreté ou la richesse? La pauvreté. Pauvreté, hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est dur, la pauvreté. Patience, résignation. On voit tous les gens qui sont riches autour de nous, c'est dur. Mais c'est vrai que quand on se place du point de vue de l'esprit, voilà. Mais c'est difficile pour un pauvre de ne pas se révolter, quoi. Par contre, pour le riche, la Mais richesse, c'est beaucoup plus glissant dans le sens des abus, de l'égoïsme, du luxe, tout à fait. Et etc. lors du retour à la vie spirituelle, je pense qu'il sera demandé beaucoup plus de comptes aux riches qui aura mal utilisé sa fortune Tout à fait. qu'aux pauvres qui aura fait avec ce qu'il avait, quoi. C'est ce que disait Jésus avec il est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille que d'un riche
d'entrer dans le royaume des cieux. Hein. Il l'avait déjà prévenu à l'époque. Même s'il y a de bons riches, hein, comme Zaché, par exemple. Hein, quand Jésus est allé manger chez Zaché, qui était un riche, eh ben, il donnait la moitié, les trois quarts de ce qu'il avait aux pauvres. Hein. Voilà. Mais c'est une autre question, hein. Ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais qui est quand même aussi lié, quoi. Et ce qui est fondamental, c'est ça, hein, c'est la vision matérialiste de la vie qui cause tous ces problèmes. Hein. Le matérialiste qui dit du berceau à la tombe, si le matérialiste est conséquent avec lui-même, forcément, hein, il dira, ben, faut que j'en profite un max. Hein. Il y a des lois, hein, de la prison et de la police qui me limitent, certes. Il n'y aurait pas ça, ils iraient peut-être même encore plus loin. Mais cette vision matérialiste, elle encourage forcément, elle a une forte pression, hein, pour encourager l'égoïsme et l'orgueil. Voilà. Les gens deviennent indolents. L'omission aussi, ouais, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas mon problème. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est de l'omission un peu à un autre degré, du genre, on demande tout au gouvernement, le gouvernement n'a qu'à faire ci, le gouvernement n'a qu'à faire ça. Hein. Mais non, c'est nous. Hein. C'est la crise de l'énergie aujourd'hui, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. S'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Donc, ce qu'on a de mieux à faire, nous, c'est de mettre un pull. Alors, il fait 4 degrés dehors, là, il fait déjà 6 avec le soleil qui vient de se lever. Mais voilà, je n'allume pas le chauffage, je mets un pull. Hein. Donc, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour consommer moins. Et on a intérêt à se préparer dès maintenant parce que ça va nous tomber dessus, qu'on le veuille ou non. Donc, là, je suis en train de faire la liste pour terminer, d'isoler un peu la maison, ce genre de choses. C'est là-dedans qu'il faut, hein, se préparer pour consommer moins, hein, parce que on ne peut pas rester omis devant tout ça. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Hein. L'omission, de dire c'est le problème des autres ou les autres n'ont qu'à ci, n'ont qu'à ça. Non, c'est à nous de faire. C'est nous qui consommons plus ou moins. Et donc, la demande, forcément, si la demande fléchit, hein, ben, les prix monteront moins vite. Et ceux qui en ont vraiment besoin, ben, ils pourront quand même, voilà, parce que ce qui risque de se passer cet hiver, hein, je ne sais pas en France, mais enfin on verra, je pense, dans plusieurs pays, ben, si le prix pour se chauffer augmente, ben, il y a des gens qui pourront plus se chauffer. Il y a même des industries qui ferment. Hein. J'ai vu récemment encore l'industrie de la céramique au Portugal, hein, certaines industries qui consomment pas mal d'énergie dans les fours et tout ça, ferment parce que avec le prix de la céramique aujourd'hui et le prix du gaz, c'est plus rentable, ils travaillent à perte. Même Et en paf, France, ça hein. fait encore des gens qui perdent leur boulot. Même en France, hein, c'est une ou deux usines de ceux qui produisent les verres Arcopal, je crois. Ils ont Ouais. décidé de fermer, de mettre leur personnel au chômage Mais il y a partiel. aussi Duralex, à bientôt là. Oui, c'est ça, Duralex, oui, c'est ça. Ouais, et donc, on voit ce genre de choses. Donc, si on ne veut Hum. pas que ce genre de choses arrive, qu'est-ce que moi je peux faire pour Duralex? Ben, je réduis ma consommation, hein, pour réduire la demande et donc pour faire de sorte que les prix baissent, hein, la loi de l'offre et de la demande, pour aider à ce que ces entreprises ne ferment pas. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas l'omission, non, c'est chacun de nous qui, si on veut changer le monde, il faut qu'on se change soi-même, y compris dans ce genre d'attitude de consommation. Hein. Si on veut qu'il y ait moins d'enfants qui travaillent au Bangladesh ou je ne sais où, eh ben, il n'y a pas besoin hein, voilà, prenons soin de nos habits et satisfaisons-nous de ce qu'on a et réduisant la consommation des habits. Et ça, forcément, ça va réduire ce travail au niveau des enfants. Voilà. Et donc, c'est là aussi on voit que euh, voilà, c'est la société résulte de la somme des individus qui la composent.
On peut être de droite, on peut être de gauche, on peut être du haut, du bas, n'importe où. À la fin, on aura, si la société est composée de personnes qui sont en majorité égoïstes, on aura une société égoïste. Hein. Donc, pour arrêter, pour faire de sorte qu'une majorité ne soit plus égoïste, travaillons déjà à éliminer notre égoïsme en nous. Et par effet boule de neige, ça va faire de sorte que, petit à petit, la majorité des gens qui composent la société ne sera plus égoïste et la société, in fine, sera meilleure. Voilà. Alors, une minorité vit dans l'abondance, une majorité souffre de la pauvreté et de la misère. C'est un petit peu moins vrai dans nos pays occidentaux, mais ça reste malheureusement encore fortement vrai dans beaucoup de pays où ces inégalités sociales sont criantes. Alors, la science économique, évidemment, hein, c'est l'équilibre entre la production et la consommation. Hein. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. C'est le libéralisme qu'on a aujourd'hui, il est allé à fond là-dedans. Mais après, il y a un moment, comme on le voit aujourd'hui, quand il y a une guerre, quand il y a des événements climatiques ou des choses comme ça, ça rend l'équilibre. Et c'est là où on ne peut pas laisser que la liberté. À un moment donné, il faut intervenir, mettre des mécanismes de contrôle. Hein. Et notamment, la personne qui est au chômage, lui donner de quoi vivre. Hein. C'est un des aspects de la chose. On a vu aussi, là, avec le renchérissement du transport, tout ce qui a été délocalisé dans des pays à bas coût, beaucoup de choses reviennent. Hein. Il y a aussi la dépendance. Hein. Quand il y avait le Covid, il y a eu de la spéculation sur les masques. Hein, et pendant longtemps, on n'en a pas eu. Alors, ouais, on en a besoin, on n'en a pas besoin. Il y a eu toutes ces polémiques autour et tout. Mais bon, quelque part, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. On a beau accuser qui on veut, on aurait dû ci, on aurait dû ça. Et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, c'est là où il faut réfléchir aux mécanismes qui permettent d'éviter ce genre de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on est très fragile, hein, puisque tout ce qui est industriel, je l'ai vu un peu partout, hein, travaille en flux tendu, il n'y a plus de stock nulle part, plus de réserves, hein, parce que toutes les liquidités doivent être en bourse. Hein, et donc, voilà, dès qu'il y a une petite rupture d'approvisionnement de certains composants, hop, il y a des chaînes entières qui s'arrêtent. Donc, une fragilisation. Et là aussi, il faut y réfléchir, hein, surtout avec l'aggravation des phénomènes climatiques, des intempéries et tout. Il pourra y avoir de plus en plus de ruptures de chaînes d'approvisionnement. Donc, il faudra réfléchir un peu tout ça. Sortir peut-être un peu de tout cet argent, de toutes ces liquidités qui vont dans la spéculation boursière, et puis remettre peut-être ici ou là quelques stocks stratégiques dans des choses importantes ou dans des fournitures qui demandent de longs délais pour être produites. Voilà. Et après, Kardec il dit aussi un autre préventif, c'est l'éducation. Donc, il en a longtemps parlé. Hein, Kardec, Denis, tous parlent de cette éducation. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Donc, on a vu, là, il y a la rentrée, il manquait quoi, 30 000 instituteurs, c'est ça? Le métier est dévalorisé et tout. On a des choses à faire en France, hein, pour l'instruction, puisque là, on parle d'instruction à l'école. Hein. L'éducation, n'oubliez pas, hein, si vous avez peut-être écouté la conférence de Claudia Verdine vendredi soir, là, l'instruction, c'est une chose, mais l'éducation, c'en est une autre. Hein. C'est apprendre à donner des bonnes habitudes aux personnes, justement, travailler, lutter dès l'enfance contre les tendances orgueilleuses et égoïstes, travailler pour développer l'humilité, travailler aussi contre la fainéantise, l'ociosité, hein, et puis encourager les enfants comment dire, à collaborer, à ranger leur chambre, pas à travailler évidemment, mais à participer un peu aux tâches ménagères. Hein, ça leur donne depuis tout petit quand même des habitudes qui vont énormément leur servir quand ils seront grands, quand ils seront plus grands. Comme il dit, hein, c'est l'éducation morale, l'art qui consiste l'éducation qui consiste dans l'art de former les caractères, celle qui donne des habitudes. Hein. Car l'éducation, c'est l'ensemble des habitudes acquises. Hein. C'est loin de l'instruction qui est
qui ne parle pas des habitudes, mais il parle de la connaissance. L'instruction, c'est on apprend le français, les maths, la physique. L'éducation, non, c'est d'avoir des bonnes habitudes, de savoir, comme le disait encore Claudia Verdine vendredi, éduquer ses sentiments. Les émotions qui sont inévitables, on ne les contrôle pas. Par contre, ce qu'on en fait après, ça, on peut l'éduquer, donc l'éducation des sentiments. Et quand on songe à la masse d'individus jetés chaque jour dans le torrent de la population, sans principe, sans frein et livrés à leurs propres instincts, doit-on s'étonner des conséquences désastreuses qui en résultent? Quand vous voyez beaucoup de jeunes abandonnés à eux-mêmes, souvent dans des cités qui subissent la mauvaise influence dans la rue des dealers de drogue et autres, ben voilà, c'est pas leur donner les meilleurs moyens c'est pas ça à leur donner de bonnes habitudes. À l'inverse, c'est plutôt une omission qui malheureusement on voit trop souvent. Les enfants, en allemand, il y a une expression qui dit Schlüsselkinder. C'est les enfants qui ont en fait un petit collier avec les clés de la maison ici. Parce que le père travaille, la mère travaille, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. Et ça, voilà. Le désordre et l'imprévoyance sont deux plaies qu'une éducation bien entendue peut seule guérir. Là est le point de départ, l'élément réel du bien-être et le gage de la sécurité de tous. Question 685, donc on est toujours dans cette loi du travail. Le désordre, bon, c'est pas bon, hein, je pense que ça c'est facile à comprendre. L'imprévoyance, c'est ce que j'appelle la politique de l'autruche. C'est on voit les problèmes de réchauffement climatique, on voit aussi des problèmes économiques, et puis il y a le déni qui fait que voilà, ça s'aggrave, et puis d'un coup, bon, c'est la crise, alors qu'on aurait très bien pu commencer en amont à se préparer. Je n'aime pas trop parler de moi, mais c'est peut-être probablement mon guide spirituel qui m'a inspiré, mais l'année dernière, je suis allé voir le garde forestier. Et je lui ai dit, tiens, voilà, maintenant que je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps, est-ce que c'est possible d'acheter du bois de la forêt là, pour la cheminée? Il m'a dit, oui, oui, pas de souci. Et puis donc, voilà, j'ai derrière à la maison, là, une dizaine de stères de bois. Donc ça me permettra, même s'il n'y a plus de gaz, j'aurai de quoi chauffer la maison avec la cheminée. Alors évidemment, le bois, il faut aller le chercher, il faut... C'est des troncs qui font 1 mètre de diamètre, 1 mètre de long. Et ça ne se manipule pas comme ça, il faut les fendre sur place. Même la tronçonneuse est trop petite pour pouvoir les scier et tout. Mais bon, voilà, avec le temps, avec le travail, on y arrive. Et puis du coup, à la limite, ça me donne même une certaine sécurité, une certaine tranquillité. Et aussi la satisfaction de dire que tout ce bois qui est là, que je vais brûler l'hiver prochain, c'est du gaz, du pétrole, du CO2 en moins qui sera envoyé dans l'atmosphère. Ça, plus travailler à l'isolation de la maison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc, c'est l'inverse de l'imprévoyance. On s'organise pour préparer ce qu'on voit venir et non pas, non, il y en aura toujours assez. Le déni qui est l'inverse. On ne fait rien pour prévenir les choses et puis du coup, quand elles arrivent, on subit. Alors que si on y réfléchit un peu avant, et là c'est aussi une forme de travail, on peut prévenir beaucoup de choses, ou au moins atténuer les chocs. Après, il y a aussi la paix. Les hommes ne peuvent être heureux s'ils ne vivent en paix, c'est-à-dire s'ils ne sont animés d'un sentiment de bienveillance, d'indulgence et de condescendance réciproque. En un mot, tant qu'ils chercheront à s'écraser les uns les autres. Et ça fait aussi partie de l'éducation. Ce qui se passe en ce moment dans le monde à divers endroits. Vous avez vu, il y a des pays même, je suis incapable de vous... Kyrgyzstan, et tellement de pays qui sont en guerre, l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, l'Ukraine contre la Russie évidemment, mais il y a encore la Syrie, il y a le Kurdistan, il y a les Rohingyas, il y a 80 conflits dans le monde, l'Érythrée, j'en passe, il y en a 80 dans le monde. Et d'où viennent toutes ces guerres?
Ben, ça vient de ce qui est surligné là à l'écran. Hein. Un manque de bienveillance, d'indulgence et de condescendance réciproque. Surtout entre la Russie et l'Ukraine, c'est quasi incompréhensible, hein, puisqu'il y a beaucoup de Russes en Ukraine, beaucoup d'Ukraine en Russie. Mais ça, c'est dû à une cause d'une vie antérieure, ça, Charles. Peut-être, ouais. Alors, il y a ceux qui souffrent, toutes ces choses-là ne le souffrent pas par hasard, mais il faut quand même qu'on arrête ça sur la Terre maintenant. Hein. Il y en a assez de toutes ces guerres-là, il faut que ça cesse. Parce que tant qu'il y aura des guerres sur Terre, ben, les esprits qui doivent expier le fait d'avoir commis des atrocités dans une guerre, dans une autre vie, ben, ils viendront encore sur la Terre et on n'en sortira pas. Hein. Donc, il faut vraiment que les guerres s'arrêtent et qu'il y en ait de moins en moins pour que... hein. Et donc, développer ces sentiments de bienveillance, d'indulgence, de condescendance, de charité. Hein. La charité, c'est en fait bienveillance, indulgence et pardon. Hein. Vous voyez, on est tout près. Voilà. La charité et la fraternité résument toutes les conditions, tous les devoirs sociaux, mais elles supposent l'abnégation. Qu'est-ce que ça veut dire l'abnégation? Faire passer les intérêts des autres avant notre intérêt personnel. Hein. L'abnégation est incompatible avec l'égoïsme et l'orgueil, c'est l'opposé. Hein. Donc, hein, avec ces vices, il n'y aura pas de fraternité, pas d'égalité, pas de liberté. Donc, le liberté, égalité, fraternité, il faut le prendre dans l'autre sens. Il faut développer la fraternité, qui, elle, petit à petit, entraînera la liberté. Et donc, ces deux-là, ensemble, petit à petit, entraîneront la liberté. Non, pardon. Ouais, l'égalité qui entraînera la liberté. Donc, ce que les révolutionnaires nous ont légué, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est juste, mais il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on commence par le dernier, hein, pour arriver aux deux autres. Voilà. Et il est assez intéressant ce texte de Kardec qu'il a écrit, pareil, c'est dans les œuvres posthumes, venez voir, voilà, l'égoïsme et l'orgueil, où il développe bien toutes ces questions-là. Et donc, pour résoudre tous ces problèmes de conflits sociaux, d'inégalité, des gens qui sont dans la misère, ben, c'est toujours et encore et toujours répété à longueur des livres, à longueur de la philosophie spirit, cet orgueil et cet égoïsme qu'il faut qu'on attaque. Hein, comme il dit, il faut attaquer le principe du mal, le prendre vraiment à la source. Voilà. Donc, c'est là où vous avez ce texte, hein, qui dit liberté, égalité, fraternité, qu'il faut les prendre dans l'autre sens. Le temps avance, je vous laisserai le lire. Voilà. La limite du travail, rapidement pour terminer. Hein. Donc, effectivement, hein, bon, aujourd'hui, je pense que les lois du travail sont quand même assez bonnes, même si dans certains cas, comme on voit des agriculteurs, des fois, ben, ils travaillent énormément. Hein. On voit des gens qui, si vous en connaissez, bon là je suis dans une région un peu rurale, donc on les voit, ben, ils commencent à 5 heures, hiver comme été, ou presque. Voilà, il y a ça, plus ce qu'on dit ici, les workaholics, hein, donc c'est les gens qui pensent qu'à travailler, hein, intellectuellement et qui finissent en faisant des burn-out. Et là, pareil, j'en vois aussi, juste en dessous de chez moi, il y a un ESAT, hein, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est pour des personnes justement entre autres, hein, qui ont souffert d'un burn-out et ça met parfois des années à se remettre. Hein. Voilà, c'est-à-dire l'excès d'activité cause des dommages. Alors, est-ce que c'est au cerveau? Est-ce que c'est à l'esprit? Il y a probablement des deux. Hein. Voilà. Voilà, et même, vous voyez, André-Louis, dans Notre demeure, il dit, notre demeure aussi, hein, même dans le travail spirituel des esprits, on pourrait se dire, les esprits n'ont pas besoin de repos, eh ben, du moins dans nos solars, il dit, de temps en temps, ils dorment, de temps en temps, ils se reposent aussi. Hein. Voilà. Et puis alors, l'esclavage, bon, là, je pense que ce n'est pas la peine de faire beaucoup de commentaires. Hein. C'est de plus en plus officiellement interdit, même si ça existe toujours dans certains cas. Il faut continuer à lutter pour que ça disparaisse complètement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine?
Il y a un exemple là aussi, donc un texte de Humberto de Campos qu'on a rajouté, La valeur du travail. Alors, ah oui, Cécile Montalvan, c'était une personne qui ne voulait pas travailler, qui donnait toujours des excuses, etc. Et donc, il explique un peu les conséquences que ça a et puis la vie, comment dire, qu'elle va se réincarner dans une vie qui lui causera justement, qui sera beaucoup plus éprouvante pour elle, quoi. Voilà, parce que ça, des gens qui ont toujours des excuses pour ne rien faire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour l'évolution de l'esprit. C'est quelque part quelque chose qui n'est pas en harmonie avec cette loi du travail et donc la loi de cause à effet se mettra en route pour qui obligera la personne tôt ou tard à le racheter, à le récupérer. Vous avez des questions? Ou c'est clair? Alors, le travail, c'est relativement simple, c'est relativement évident. La semaine prochaine, donc ce sera le 25, on verra la loi de destruction. Donc là, c'est un peu plus, c'est une question qui mérite quand même qu'on s'y penche. Pourquoi est-ce qu'il faut détruire? Et qu'est-ce que c'est que vraiment la destruction? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des pandémies? Pourquoi est-ce qu'il y a des tempêtes, des tremblements de terre? On verra ça la semaine prochaine. Voilà. Tout est clair? Ben, écoutez, on va donc remercier les bons esprits pour leur assistance aujourd'hui, pour nous avoir permis de réfléchir à toutes ces questions, tous ces sujets, et que nous puissions les avoir à l'esprit au jour le jour pour réaliser la mission à laquelle nous sommes engagés dans cette incarnation, que nous puissions la réaliser dans le but d'évolution, d'amélioration de notre esprit. Et aussi pour apporter notre pierre, une petite pierre, aussi petite soit-elle, pour l'amélioration de l'humanité et sa transition dans ce monde de régénération. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ici, ça a l'air bien parti. Le soleil est toujours là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Un bon dimanche. À dimanche. Merci.